Alors oui, c'était donc une période, un contexte quand même très particulier. C'était celui de la guerre froide aujourd'hui qui est plus du tout, qui est plus du tout actuel. Sous cette forme en tout cas, il y avait un anticommunisme virulent. L'armée suisse était un tabou absolu. Il faut quand même se rappeler que c'était considéré comme l'identité même de la Suisse, que l'armée, et donc nous étions des antimilitaristes. Et il y avait donc une chasse aux sorcières qui a amené, ou qui amenait à ce qu'un Suisse sur 5 était fiché, avec le scandale des fiches qui a été découvert en fin des années 80. Et il y avait évidemment des personnes qui étaient victimes de cette chasse aux sorcières, soit dans le secteur privé, dans l'horlogerie ou ailleurs, et à Bienne, mais aussi dans d'autres, soit dans la fonction publique. Je dirais que c'était un des aspects qui était véritablement un tabou. L'armée suisse, il a fallu l'initiative pour une Suisse sans armée et l'excellent résultat qu'elle a fait, puisque deux cantons l'ont approuvé, Genève et Jura, et qu'ailleurs elle a fait des résultats tout à fait honorables, ce qui a quand même ébranlé cette institution. Et puis il y a évidemment aussi tout ce qui s'est passé au niveau européen et à l'échelle mondiale, c'est-à-dire l'effondrement du bloc stalinien en 89, mais enfin déjà avant, il y avait là un changement de situation qui s'est opéré, et l'anticommunisme virulent tel qu'il était pratiqué, il était difficile à maintenir. Et en plus de ça, on était toujours renvoyés à aller voir à Moscou. Bon, alors ça devenait difficile à ce moment-là de le dire. Ce d'autant donc qu'il y a eu en Pologne et dans un certain nombre de pays du bloc de l'Est à l'époque des mouvements de protestation très importants. Oui, il y a il y a d'autres camarades de la LMR ont subi aussi ce type de persécution d'une certaine forme, d'une certaine manière. Et puis, la répression était aussi forte vis-à-vis des immigrés, des travailleurs et travailleuses, mais étrangères immigrés, qui étaient engagés politiquement ou syndicalement, parce qu'au fond, ils avaient un statut très précaire et ils risquaient d'être envoyés. Donc il y avait une pression très forte sur des travailleurs immigrés, travailleuses immigrées, qu'ils soient ou qu'elles soient aux colonies libres italiennes, au Parti communiste italien, au Parti communiste espagnol. Et il faut quand même rappeler que dans la période, il y avait tout un engagement, notamment par rapport à l'Espagne, et d'immigrés espagnols qui avaient fui, ou qui faisaient, disons, partie de familles qui avaient fui le franquisme, la dictature franquiste. Donc il y avait un climat de chasse aux sorcières, c'est clair, disons, alors même, ça on pourrait revenir là-dessus, mais je veux dire que le pouvoir des dominants n'était pas du tout remis en cause en Suisse. Alors peut-être qu'ailleurs en Europe, oui, mais en Suisse, disons, ils étaient bien assis, ils risquaient pas grand-chose, mais ils ont utilisé à mort le climat de guerre froide pour empêcher ou essayer d'empêcher toute forme d'opposition au niveau des opinions ou même de l'organisation d'organisation de salariés ou d'organisation politique. Ben justement, c'est l'aspect contradictoire. On avait un certain écho parce qu'il y avait la crise qui s'est assez vite développée dans l'horlogerie, des licenciements dans un certain nombre d'entreprises, et que le mouvement ouvrier traditionnel, le mouvement syndical, les appareils syndicaux étaient particulièrement inertes et pas du tout prêts à engager quoi que ce soit comme lutte, très lié à la politique de paix du travail. Et le Parti socialiste, le SP, gérait la ville depuis des décennies. Et donc, voilà, c'était une forme d'hégémonie d'une gauche molle et gouvernementale qui existait. Et là, on était un peu des poils à gratter, si j'ose dire, dans cette situation. Et évidemment, on n'avait pas un rapport de force très grand,
vis-à-vis du Parti socialiste ou des appareils syndicaux, et encore moins vis-à-vis des dominants bourgeois, que ce soit des industriels ou des officiers, des sociétés d'officiers, etc. Ils avaient évidemment ils étaient au pouvoir. Non, je ne dirais pas sous cette forme-là. Il y avait évidemment, il y avait des personnes qui étaient particulièrement, je disais, qui s'exposaient beaucoup ou plus que d'autres, que ce soit à la Ligue marxiste révolutionnaire ou dans d'autres mouvements ouvriers, syndicaux, et eux risquaient au niveau de leur place de travail, mais je ne pense pas que il n'y avait pas d'animosité personnelle. Alors il y a eu évidemment, je dis, une chasse aux sorcières. Nos noms ont été publiés, en tout cas tout au début, sur les piliers de la ville, avec des affiches. La Société suisse des officiers, Geneviève Aubry, pour donner un nom, qui était une antiséparatiste du PLR particulièrement virulente, eh bien, elle remplissait les colonnes du Journal du Jura et du Bieler Tagblatt d'attaques contre la Ligue marxiste révolutionnaire, contre la gauche radicale, et contre tous les pseudo-extrémistes qui auraient mis en danger, je vois, la démocratie suisse. Enfin, en tout cas, moi, je pense que quand on fait de la politique, à part évidemment l'aspect émotionnel et la colère qu'on peut exprimer, il faut rester froid comme des crocodiles. Je veux dire, c'est des rapports de force. Et voilà, on était effectivement des adversaires, j'aime pas le mot ennemi, mais des adversaires de ces dominants qui, pour nous, menaient une politique qui était dans leurs intérêts et pas du tout dans l'intérêt de la majorité de la population. Donc, ça faisait partie de ce qu'on peut appeler la lutte de classe, même si elle était à un niveau plutôt bas en Suisse quand on compare dans la période en Italie ou en France ou en Espagne. Non, disons, l'ampleur du fichage nous a un peu surpris, mais on savait qu'on était fiché. Donc, par exemple, à Bienne, quand on est arrivé en 72, on avait des pseudos. Dans le téléphone, on utilisait nos pseudos. On n'était pas toujours disciplinés, mais on avait des pseudos en sachant que, et ça a été confirmé par la suite, que nos lignes téléphoniques étaient écoutées. Et on se savait suivi, surveillé, contrôlé, etc. Donc on essayait par des stratagèmes divers d'échapper plus ou moins à cette surveillance. Mais on avait toujours une phrase, et que je trouve tout à fait vraie, encore aujourd'hui face à la répression. Le parti bolchevique a fait la révolution avec, au sein du comité central, un agent de la police tsariste. Un agent direct de la police tsariste. Donc, quand il y a un mouvement social, quand il y a des mouvements politiques d'ampleur dans une société, la surveillance ou ce genre de contrôle n'est pas très utile. Bon, on n'en était pas du tout là, évidemment, mais ça nous rassurait d'une certaine manière. On se disait, bon ben voilà, cette surveillance-là, cet espionnage-là est scandaleux, inacceptable du point de vue des libertés démocratiques. Mais enfin, il ne peut pas changer le cours de l'histoire. Eh bien, on a d'abord, au niveau des enseignants, on a constitué le groupe enseignant du SSPVPOD pour agir par rapport à la renomination des enseignants et aussi par rapport au licenciement d'enseignants, puisqu'il y a eu des licenciements qui sont succédés jusqu'au directeur du gymnase, qui m'avait lui-même licencié d'ailleurs, mais qui était au fond considéré comme assez fiable par la commission du gymnase et par les autorités. On a construit le manifeste démocratique avec Jörg Frischknecht et Niklaus Mayenberg, écrivain inconnu. Et il y avait toute une série donc, de personnalités qui se sont élevées contre ces atteintes aux libertés d'expression et d'opinion. Donc on essayait de construire un mouvement antagonique à cette intimidation. Et aussi, on a mené des campagnes, par exemple, contre la police fédérale de sécurité,
qui avait d'ailleurs obtenu gain de cause, puisqu'on a gagné en votation après un référendum, et on était actif sur ces questions de liberté, des droits démocratiques et de liberté d'expression. Disons qu'on n'était pas isolé dans l'action et le combat qu'on menait, dans les luttes qu'on menait. Il y avait des centaines d'autres personnes qui participaient, s'intéressaient, etc. Après, on n'a jamais surestimé, je crois, nos forces et nos capacités de changer radicalement le système en Suisse. Lénine disait qu'une fois que le socialisme aura été installé dans toute l'Europe, la Suisse resterait comme le musée du capitalisme. Donc ça, il disait ça au début du siècle, du XXe siècle. Et donc c'était une phrase aussi qu'on se disait, qu'une fois que les changements auront eu lieu radicaux en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou ailleurs en Europe ou dans le monde, eh bien il restera peut-être ce petit musée du capitalisme qu'est la Suisse.